Alors, bienvenue à cette deuxième activité d'une série de 4 activités qui ont lieu dans le cadre du concours national annuel, le concours philosophie, un concours de dissertation philosophique. Cette année, la question de la dissertation est la suivante. Quel jugement porter sur le capitalisme? On va avoir également une prochaine activité, si je ne me trompe pas, le mercredi 4 novembre à 16h30 au Café chez Rose. Ce sera un débat public sur la question « Faut-il dépasser le capitalisme ?» entre autres avec M. Richard Collette qui est ici présent dans la salle. On assiste aujourd'hui à la conférence sur le dernier livre de Thomas Piketty, livre paru en 2013, dont le titre est le suivant, « Le capital au 21e siècle ». Nous accueillons donc Vincent Fortier qui est un collègue qui enseigne ici en philosophie. Il a également été président du CEEP. Il a été également président du syndicat des enseignants et des enseignantes du Collège de Valleyfield. Et il est actuellement, évidemment, négociateur pour la FNEC sur la table sectorielle. Donc, il prend un moment aujourd'hui pour venir nous livrer sa connaissance. J'aimerais donc qu'on lui donne une chaleureuse main d'applaudissement. Merci, Vincent, c'est bien apprécié. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci, Jason. Alors, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, d'autant plus que ça fait à peu près 2 ans que je n'ai pas enseigné. Donc, c'est un petit défi et j'adore enseigner. Surtout des choses intéressantes. Ça peut sembler peut-être impressionnant, là, un titre comme ça, « Le capital au 21e siècle », mais je suis assez optimiste de réussir à vous captiver d'ici la prochaine heure sur justement les thèses et les points de vue défendus par l'économiste français Thomas Piketty. D'entrée de jeu, ce que je peux vous dire, c'est que la présentation ne sera pas structurée de manière à répondre directement à la question du concours philosophie, à savoir quel jugement, quel jugement porter ou pouvons-nous porter sur le capitalisme. Mais une chose qui est sûre, c'est que les gens qui s'intéressent à cette question-là, les gens qui vont vouloir peut-être faire partie du concours philosophie et voire peut-être même gagner ou être finaliste, ou simplement les gens qui vont vouloir participer à l'intercollégiale de philosophie au printemps prochain, qui va reprendre le même thème, ça va vous donner certainement des outils et certaines données historiques, mais des outils qui vont vous permettre de développer votre réflexion puis votre point de vue critique par rapport à cette question-là qui, disons-le, simplement est extrêmement complexe. C'est la question du capitalisme, ce n'est pas une question qui est simple. Donc, rapidement, ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est que ce livre-là, d'une part, c'est une brique, mais c'est écrit gros, comme je dis souvent. Alors, ça fait à peu près 1000 pages, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est très bien vulgarisé, c'est pas si dense que ça. Il y a beaucoup, je dis ça pour ceux qui pourraient un jour envisager, et je vous encourage à le faire, de soit le feuilleter ou soit le lire littéralement. Il y a beaucoup de résumés, de synthèses qui font en sorte que le lecteur qui n'est pas habitué à discuter ou à réfléchir directement d'économie, puis ce n'est pas de l'économie pure du tout, là, il y a tous les outils. C'est très pédagogique, finalement, comme livre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais ça reste un livre fascinant. Puis mon défi aujourd'hui, c'est que dans les prochaines 75 minutes, c'est de résumer toute l'information qui est assez dense dans ce livre-là, puis de la rendre, évidemment, digeste pour tous et toutes qui sommes ici aujourd'hui. Et bref, c'est un livre fascinant et j'ai eu littéralement beaucoup de plaisir à le lire. Puis il arrive, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais comme des fois on écoute un nouvel album de musique, on peut avoir des frissons. Mais moi, il m'arrive parfois de lire des livres puis d'avoir l'impression, mais je dis bien l'impression, de comprendre quelque chose de fondamental, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, sait-on jamais, ça peut nous donner des petits frissons que j'appelle intellectuels. Alors, si vous n'avez pas déjà connu ça, je suis convaincu que c'est déjà le cas avec vos cours de philo, littérature ou ailleurs même dans vos programmes, vous allez éventuellement connaître ce genre de rapport-là au monde des idées. Alors, première chose, Thomas Piketty, je l'ai dit tantôt, c'est un économiste français. Il a de mémoire 44 ans. Il a comme un buzz, si je peux m'exprimer ici, sur lui depuis à peu près 2 ans. Son livre, Le capital au 21e siècle, s'est vendu à un peu plus d'1,5 million d'exemplaires, surtout aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas rien pour un ouvrage de ce genre, de ce type. Il est directeur actuellement de l'École d'économie de Paris, puis il pilote un projet à la London School of Economics depuis quelques mois sur justement la question des inégalités.
parce que la question qui est soulevée, qui est au cœur de cet ouvrage-là, c'est la question de la concentration de la richesse et de la structure des inégalités que l'on connaît dans nos sociétés occidentales. Et vous allez voir, la présentation va s'attarder à certaines données historiques et statistiques qui vont porter essentiellement sur le cas de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les États-Unis et un peu, plus particulièrement les États-Unis, mais aussi le Canada. Pour présenter encore rapidement un peu l'auteur, Piketty, à l'âge de 22 ans, visiblement c'est un élève assez doué. Il a obtenu son doctorat, ce qui n'est pas rien, à 22 ans. Il est parti travailler au MIT au Massachusetts, là, aux États-Unis, dès 22 ans. Puis ce qu'il nous dit, puis il explique d'entrée de jeu dans son introduction, c'est qu'il a comme rapidement posé le constat suivant, c'est qu'en économie, c'est fabuleux, le travail mathématique qui se fait en économie, les fondements mathématiques aux théories économiques, sauf qu'il est rapidement confronté à une idée ou un constat qu'il pose en arrivant aux États-Unis, c'est que ses collègues économistes américains sont, selon lui, très ancrés dans les modèles théoriques et abstraits, et ça l'achale. Pour lui, il y a un appel rapidement dans sa jeunesse vers l'analyse ou l'étude des données empiriques, historiques, à caractère évidemment économique. Pour lui, les modèles économiques fonctionnent en eux-mêmes, c'est merveilleux, c'est mathématique, mais il faut toujours faire l'effort. C'est un appel qu'il lance d'une certaine manière aux économistes. Il faut toujours chercher à les confronter aux faits. Puis, bref, comme je disais précédemment, le travail empirique l'intéresse. Travail empirique, comme je disais précédemment, sur la structure des inégalités et la concentration de la richesse, qu'on va appeler, je vais définir un peu plus tard, là, je vais souvent parler en termes de concentration du capital ou concentration des patrimoines. Ce sont des synonymes, je reviendrai dans quelques instants. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, entendu une manchette à la radio de Radio-Canada, mais ça a été diffusé aussi sur leur site web la semaine dernière, c'est-à-dire le Crédit Suisse, si je ne me trompe pas, est une banque suisse, une vulgaire déduction ici, et donc le Crédit Suisse a publié une étude, et selon leur estimation, actuellement, 1 % de la population mondiale détiendrait, combien d'après vous, de la quantité de richesse du monde? Quand même, là, je ferais peut-être une crise d'angoisse, 50 %, ce qui est quand même une somme colossale pour 1 %. Autrement dit, 1 % des plus riches de la planète détiendraient actuellement environ 50 % de l'ensemble de la richesse mondiale. Je vous sors cette statistique-là qui est sortie très récemment là, dans les médias simplement pour marteler un fait, c'est-à-dire que la recherche ou l'étude que fait Piketty dans son ouvrage, elle est tout sauf dénuée de sens, d'intérêt et surtout d'actualité. Piketty accepte, dans les grandes lignes, là, accepte l'idée du capitalisme. Il accepte l'économie de marché. Il ne remet pas ça en question, c'est important de le dire. Il ne remet pas aussi en question le fait qu'il y ait des gens qui soient riches et qu'il y ait des gens moins riches. Il n'accepte pas nécessairement le fait qu'il y ait des gens pauvres, ça c'est un autre volet de la question, mais il accepte qu'il existe finalement dans nos sociétés des inégalités de richesse. Toutefois, pour lui, ça doit être fondé, et il le dit comme ça dans son introduction, sur l'utilité commune. Les inégalités de richesse doivent être fondées sur une certaine utilité commune. Il faut que ça serve finalement à quelque chose d'un point de vue social, il faut que ça serve à la société. Et ça vous rappelle peut-être, si vous avez étudié théorie de la justice en éthique dans votre cours de philosophie, en éthique politique, les thèses de John Rawls, justement, et le fameux principe de différence qui est présenté dans théorie de la justice du philosophe américain John Rawls, qui pour lui, les inégalités, va nous dire, les inégalités d'un point de vue de la justice économique et sociale peuvent exister, mais elles doivent être toujours au plus grand bénéfice de tous. Ça renvoie directement à cette idée-là que Piketty présente et défend, à savoir que les inégalités sont acceptables dans la mesure où elles sont fondées sur l'utilité commune. Or, ce qu'il remarque dans son étude, et c'est ce qu'on va voir très en détail, même plus en détail plus tard, c'est que la concentration de richesse qui est en train de se produire en Occident, particulièrement en Europe, c'est là que Piketty et son équipe de chercheurs ont amassé le plus de données, et en Amérique du Nord, mais la concentration de la richesse est telle qu'on voit le retour, et il l'exprime comme ça, aux sociétés patrimoniales, c'est-à-dire aux sociétés où les patrimoines, les très grandes richesses, en viennent à être très dominantes, très importantes. Et pour lui, ça participe à tout
sauf à une idée du bien commun ou une inégalité qui serait fondée sur l'utilité dite commune. Regardons une première citation. Je vais commencer la présentation. Vous rassurer, il va y avoir 5-6 citations que je vais vous lire. Ça va vous donner bien le ton. Et rapidement, vers la 7e, 8e diapositive, il va y avoir davantage de graphiques, des fois quelques notes de cours, en guillemets, là. Et vers la fin, il va y avoir une série de diapositives graphiques. Si on manque de temps, je vais juste les passer un petit peu plus vite. J'en ai 35 en tout, mais ne vous inquiétez pas, si dans une demi-heure, on est rendu seulement à la 7e, c'est normal. C'est normal, il faut juste mettre les bases conceptuelles au départ. Par la suite, tout va couler plus facilement, tout va couler de source. Donc, page 63, Piketty nous dit « La discipline économique », ça renvoie à la critique qu'il faisait, que j'ai présentée il y a quelques minutes, « La discipline économique n'est toujours pas sortie de sa passion infantile pour les mathématiques et les spéculations purement théoriques, et surtout très idéologiques, au détriment de la recherche historique et du rapprochement avec les autres sciences sociales. » C'est ce qui l'intéresse beaucoup. Il semble, et là je vous amène tout de suite à la dernière phrase ou la dernière section du livre, à la page 950, où Piketty nous dit, c'est un appel d'une certaine manière qu'il nous lance, et qu'à la limite qu'il vous lance, c'est « Il me semble, dit Piketty, que les chercheurs en sciences sociales de toutes les disciplines, les journalistes et les médiateurs de tout support, les militants syndicaux et politiques de toute tendance, et surtout tous les citoyens, c'est-à-dire vous, là, devraient s'intéresser sérieusement à l'argent. Ceux qui en détiennent beaucoup n'oublient jamais de défendre leur intérêt. Le refus de compter fait rarement le jeu des plus pauvres. » Dit autrement, je ne veux pas non plus caricaturer ce qu'il vient de nous dire non plus, ce que Piketty nous dit, c'est que si vous vous intéressez à la société dans laquelle vous vivez, si vous avez un certain souci de justice sociale, même si vous acceptez l'idée qu'il y ait des inégalités économiques, mais si vous avez en vous cette idée-là qui participe, ou certaines idées qui participent à la recherche d'un bien commun ou de la justice sociale, vous devez vous intéresser à l'argent, vous devez vous intéresser au monde capitaliste dans lequel on vit, vous devez vous intéresser ultimement au capital, c'est-à-dire à ce qui représente de la valeur d'un point de vue monétaire, d'un point de vue économique dans nos sociétés. Donc, principale thèse défendue par Piketty, je vais présenter une autre citation, puis par la suite, je vais vous faire une présentation des principales thèses au cœur de son livre, et par la suite, la démonstration suivra. Pour Piketty, et là, on rentre dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, c'est-à-dire que l'histoire de la répartition des richesses, et c'est ça qu'on va étudier un peu ensemble aujourd'hui, est toujours une histoire profondément politique. Et ça, c'est une thèse importante qu'il véhicule dans son livre. Et ne saurait se résumer à des mécanismes purement économiques. L'histoire des inégalités dépend des représentations que se font les acteurs économiques, politiques, sociaux, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, des rapports de force entre ces acteurs et des choix collectifs qui en découlent. Elle est, cette histoire de la répartition des richesses, elle est ce qu'en font les acteurs concernés. Ce que Thomas Piketty nous dit ici, c'est que l'économie, ce n'est pas une bébite qui fonctionne, excusez l'expression, là, mais d'elle-même. Autrement dit, pour Piketty, et il nous dit dans le livre, c'est qu'il faut se méfier de tous ceux et celles qui vont chercher à nous convaincre qu'il existe ou à nous chercher ou qui vont soutenir qu'il existe une certaine forme de déterminisme économique, qu'on pourrait qualifier pur, là, à savoir une certaine idée que l'économie est dotée de lois universelles, immuables, je caricature un peu, mais de lois universelles un peu comme, pour illustrer, celles qu'on retrouve en physique, par exemple, et que ces lois-là régissent les agents ou régulent ou régissent les relations entre les agents économiques, les individus, les entreprises. Au contraire, pour Piketty, bien, il y a certaines tendances, il y a des modèles économiques qui sont infiniment meilleurs que d'autres. L'histoire reste, et c'est ce qu'il nous dit à la 3e ligne, même la 2e ligne, profondément politique. L'histoire du capitalisme est aussi une histoire profondément politique. Et ça s'applique particulièrement à la réduction des inégalités qu'on a connues en Occident au cours du 20e siècle, c'est-à-dire au siècle dernier, au cours des années 1900. Il y a eu, je vous en parle à la démonstration, une certaine, puisque Piketty le fait, là, une certaine réduction, voire bonne, dans une certaine période, réduction des inégalités économiques dans nos sociétés. Mais ce n'est pas par magie que c'est arrivé, ce n'est pas à travers une détermination spontanée
des variables économiques, ou c'est pas, pardon, les variables économiques qui se sont spontanément organisées, faisant en sorte que les inégalités ont diminué, c'est parce qu'il y a eu des chocs politiques, notamment des guerres, mais aussi Première et Seconde Guerre mondiale, mais aussi des chocs économiques, à savoir, entre autres, on peut penser au crash boursier de 1929 et de la crise économique des années 30 qui a frappé l'Occident. Donc, l'idée clé ici, hein, qui est au cœur de son ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de changement structurel, inhérent, c'est-à-dire à l'intérieur du système capitaliste, qui a créé la diminution des inégalités, voire de la concentration du capital. La concentration, quand je dis concentration du capital, c'est concentration de la richesse. Et toujours au cœur de son livre, Piketty nous dit, et on va y revenir tantôt avec des supports statistiques et des graphiques, là, c'est-à-dire qu'actuellement, on vit dans une période de croissance lente. Croissance lente d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de la démographie. Et c'est la norme historique. Hein. Il est faux de croire que de la grande croissance économique, c'est la norme historique. Au contraire, la norme, c'est la faible croissance. Et je vais pouvoir vous en faire la démonstration, toujours telle que le fait Piketty. Et que le retour actuellement des patrimoines ou de la concentration de la richesse, en ce moment, actuellement, prend énormément d'ampleur. Le salaire n'est plus suffisant, par exemple, pour acquérir une propriété. Du moment dans les grandes villes occidentales, c'est un des exemples que Piketty nous donne, dans les grandes villes occidentales, même Montréal, même la rive sud de Montréal, à Paris, à Londres, à Toronto, à Vancouver, etc., mais s'acheter un logement, souvent, pour la grande majorité des gens, y compris l'essentiel de la classe moyenne, c'est impossible si on n'a pas, indépendamment des prêts que les banques peuvent nous faire, si on n'a pas déjà réussi à accumuler une certaine somme ou si on n'a pas, par la magie ou la beauté du hasard ou de la loterie familiale ou loterie étatique, soit gagné au loto Québec, soit gagné à la loto de l'héritage. C'est-à-dire que cette croissance-là, les salaires sont plus suffisants même pour acquérir des logements et l'héritage redevient de plus en plus nécessaire. Plus il y a de concentration de la richesse, plus le capital se concentre, ou les patrimoines se concentrent, plus l'héritage redevient nécessaire. Et Piketty insiste sur le fait que c'est d'une certaine manière la fin, ce n'est pas ce qu'il souhaite, mais la fin ou un problème relatif à notre système méritocratique, hein, sur lequel on justifie, et je vais expliquer là, où on rend légitime les inégalités économiques. C'est-à-dire, au-delà de l'utilité commune qu'on peut donner aux inégalités économiques, qu'est-ce qu'on dit d'un entrepreneur qui a réussi? C'est-à-dire qu'il a réussi, qu'il a une entreprise qui est florissante, mais qui fait de l'argent aussi. On va réduire la réussite à ce niveau-là. Là. On va mettre de côté le bonheur pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on dit à une personne qui a fait de l'argent, par exemple, et qui ne l'a pas volé, évidemment? Hein? Ça, c'est l'exception, la très rare exception. On va nous dire Piketty, mais pour justifier sa richesse, on va dire, bien, il a travaillé fort, il a pris des risques, il a tout risqué, il a eu une idée formidable qui a été payante. Il est porteur, ou l'individu est porteur d'un talent que nul autre a, et qui, avec ce talent-là, chanteur, acteur, peu importe, mais il réussit à faire de l'argent, finalement. On va peut-être envier la personne, parce qu'on aimerait savoir sa richesse, mais en général, on n'aura pas tendance, la norme, à travers cette idée-là de méritocratie, on va dire que la personne mérite sa richesse, elle a travaillé dur, elle a le talent, elle la mérite. Piketty, ce qu'il dit, c'est que du moment qu'on revient dans une société patrimoniale où il y a une de plus en plus grande concentration de la richesse, où le revenu de travail devient inférieur, mais d'un point de vue statistique, d'un point de vue global, on va y revenir tantôt, au revenu des rentes, c'est-à-dire aux intérêts que l'on fait sur notre richesse, on a beaucoup d'argent, sur les grands patrimoines, eh bien, c'est cette idée-là de méritocratie même qui est mise à mal. Bref, le capitalisme, spontanément, on peut l'exprimer ainsi, va nous dire Piketty, Piketty, encourage plus la rente que le travail. Et la rente, hein, comme je disais précédemment, c'est vivre de ses intérêts, vivre de son capital que l'on a en banque ou qu'on a en capital action dans des actions d'entreprise, etc. Et qu'il est important d'avoir à l'œil ce qui se passe actuellement dans les sociétés occidentales, et même les sociétés non occidentales, là, mais il est important d'avoir à l'œil ce phénomène-là
puisque c'est même des idéaux démocratiques qui risquent, si ce n'est pas déjà le cas, d'être mis à mal. Mais bref, l'idée phare, là, c'est que l'histoire des inégalités, ce n'est pas structuré par des processus économiques spontanés, c'est surtout, d'abord et avant tout, une histoire qui est profondément politique. Donc, on va définir, bien que je l'ai fait un petit peu précédemment, capital patrimoine, que ce soit dans le langage de Piketty ou dans le langage de la présentation, vous avez peut-être remarqué, je fais un va-et-vient constant entre le terme capital et patrimoine. Il faut le comprendre comme étant ici comme des synonymes. Et qu'est-ce que le capital ou qu'est-ce que le patrimoine? C'est l'ensemble, on va s'en tenir à une définition du capital, c'est l'ensemble des actifs non humains qui peuvent être possédés et échangés sur un marché. L'essentiel du capital dans nos sociétés, c'est du capital immobilier. La maison que vous avez, à la limite la voiture que vous avez, avec sa valeur de revente. On s'entend, c'est un capital qui s'use rapidement, qui perd constamment en valeur, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour un capital immobilier, c'est-à-dire pour un condo, une maison, un bloc appartement. Du capital financier, capital industriel, professionnel, pas la bâtisse, mais l'entreprise qu'un ou des individus détiennent, capital financier, de l'argent qu'on met sur les marchés obligataires, l'argent qu'on met à la banque et l'argent que vous mettez peut-être dans un compte ING, ou ING, ça existe plus, ça s'appelle Orange, je pense, à un vulgaire 1 % d'intérêt ou peut-être moins. Mais bref, cet argent-là, ça renvoie à cette idée-là de capital. Et quand Piketty parle en termes de notion, il va dire que le capital se concentre, que les patrimoines deviennent de plus en plus gros. Mais simplement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens ou des familles qui sont en train actuellement d'accaparer une grande partie de la richesse, du patrimoine, du capital qui existe dans nos sociétés. Capital privé, je mets de côté le capital public pour la simple et bonne raison, et Piketty en fait la démonstration dans son livre, là, que le capital public, il est insignifiant comparativement à la masse d'argent ou la masse de capital qui existe dans nos sociétés. Le capital public, c'est quoi? Ça limite les ponts, les routes, les écoles, les hôpitaux dans une société comme le Québec, ce qui appartient à la collectivité, ce qui appartient à l'État. Le capital privé, c'est grosso modo, actuellement, puis c'est une constante en général dans tous les pays étudiés, c'est à peu près, grossièrement, 50 % de l'immobilier, des immeubles, 50 % des revenus de placement. Et les placements, ça peut être des actions de compagnie qu'on achète, bien entendu. Et que le capital, on va le voir tantôt à travers une série de graphiques à caractère historique, le capital, citation page 84, reflète l'état du développement et les rapports sociaux qui régissent une société donnée. Et ça va être une idée importante sur laquelle je vais m'arrêter à peu près un bon 5 minutes tantôt. Pour comprendre les inégalités, pour comprendre les inégalités, va dire Piketty, il faut qu'on comprenne l'augmentation de la croissance, de la concentration de la richesse. Et pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue des inégalités économiques et d'un point de vue de la concentration de la richesse, voilà, c'est important de connaître, et c'est ce que Piketty cherche à faire dans son ouvrage, les principales forces de divergence et de convergence qui existent dans le monde capitaliste. Piketty, je cite, page 47, « La dynamique de la répartition de la richesse met en jeu de puissants mécanismes poussant alternativement dans le sens de la convergence, c'est-à-dire pour Piketty de la diminution des inégalités économiques, et de la divergence, c'est-à-dire le contraire, l'augmentation des inégalités économiques, et qu'il n'existe aucun processus naturel et spontané, ça a déjà été dit, permettant d'éviter que les tendances déstabilisatrices et inégalitaires, les forces de divergence, l'emportent durablement. C'est-à-dire qu'il y a deux types de tensions à même la structure du capital, je vais employer cette expression-là. C'est une tension qu'il qualifie de convergence, des éléments que je vais présenter qui poussent vers une diminution des inégalités, et de divergence, des éléments d'une force de divergence qui poussent vers une augmentation des inégalités. Les principales forces de convergence. Il y en a 4. L'auteur en développe surtout les 3 premières, mais l'essentiel du livre consiste à faire la démonstration des problèmes
c'est-à-dire des forces de divergence. Et je vais y arriver dans quelques instants. Alors, Piketty nous dit, en soi, une croissance élevée, une croissance économique élevée, bien, ça participe à une diminution des inégalités. Pourquoi? Plus la croissance économique est élevée, bien, plus on s'approche du plein emploi, plus, logiquement, il y a des gens qui travaillent, plus le taux de chômage est bas, plus les gens travaillent, bien, plus les gens participent à l'économie, et plus les gens travaillent, en théorie, hein, tout le moins, c'est généralement le cas, voire pratiquement tout le temps le cas, et moins ils sont pauvres, et tout ça va contribuer quand même de manière assez forte à diminuer les inégalités dans une société. Il peut quand même y avoir des exceptions. Les États-Unis en sont une. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement, à ma connaissance, le plein emploi d'un point de vue statistique aux États-Unis. Le taux de chômage est à peu près de 4 ce dont plusieurs économistes constituent pour la société américaine le plein emploi. Autrement dit, si on n'est pas à plein emploi, on n'est pas loin du plein emploi. Mais quand même, il y a une masse de travailleurs, des millions qui vivent, qui travaillent à temps plein, mais qui vivent dans la pauvreté quand même, et qui travaillent des fois parfois du 50, 60, 70 heures par semaine, tout simplement parce que leurs conditions salariales, c'est-à-dire le salaire minimum qu'ils ont, ne sont pas suffisants pour subvenir à leurs besoins. Ça ne les extirpe pas de la pauvreté, mais à l'inverse, Piketty, il pourrait nous dire, il ne nous dit pas ça dans le livre, là, c'est pas bien faire ça, faire parler les gens qui ne sont pas là, mais il pourrait nous dire, bien, à l'inverse, si le taux de chômage était de 10 les inégalités économiques seraient encore pires aux États-Unis. Et ça semble être une évidence. L'ouverture des marchés, hein? Je vous l'ai dit en introduction, Piketty accepte le capitalisme, accepte l'économie de marché, il défend, il n'est pas contre la mondialisation, loin de là, tout le moins s'il est contre, il le cache bien, puis surtout il n'est pas cohérent parce que je l'ai entendu dire le contraire à maintes reprises. Et il croit que cette ouverture des marchés-là, qui aide à la croissance économique, peut aider, ou va aider, pas peut aider, mais va aider, ou devrait aider, à la diminution des inégalités. Je saute le troisième picot pour y revenir après, c'est-à-dire l'éducation. La question de la fiscalité, on va surtout le voir vers la fin de la présentation et dans la conclusion. C'est-à-dire la fiscalité est une clé pour diminuer les inégalités, selon Thomas Piketty. Et la fiscalité, c'est quoi? C'est les règles fiscales, c'est les tables d'imposition, c'est les impôts sur les successions, c'est la taxe sur le capital, c'est la taxe sur les gains en capitaux, etc. C'est tous les leviers fiscaux qu'ont les États pour aller chercher de l'argent, diront certains, dans les poches des contribuables, argent qui peut servir à différents objectifs, différentes finalités, dont, troisième picot, entre autres, parmi tant d'autres, financer l'éducation. Pour Piketty, l'éducation, c'est la clé, mais l'éducation en elle-même, surtout en raison des forces de divergence que je vais vous présenter abondamment dans les prochaines minutes, mais l'éducation ne peut pas en elle-même diminuer les inégalités, mais si l'éducation n'est pas là, eh bien, c'est nécessairement un drame, nous dirait-il. Et l'éducation, pour lui, il le qualifie, je cite, c'est le bien public numéro 1. Et c'est la principale force pour diminuer les inégalités. Et quand même, pour lui, il insiste, on ne peut pas réduire l'éducation à des vertus ou à des finalités purement économiques. Parce que souvent, on va parler de l'éducation comme étant extraordinaire dans la mesure où l'éducation permet de quoi? C'est ce que vous faites actuellement, de vous former en vue d'occuper un poste, un emploi. Vous allez devenir salarié, vous allez peut-être devenir entrepreneur, peu importe. Mais l'école, le cégep, forme quoi? On entend souvent ça. Forme ou sert à former de la main-d'œuvre pour le marché du travail. Et il y a un discours quand même ambiant, là, soyez attentifs à ça, depuis, c'est pas récent de cette année, ça fait des décennies. D'ailleurs, même l'histoire des cégeps dans les années 60, une des raisons pourquoi les cégeps ont été créés au Québec, c'est pour des raisons économiques, carrément. Et c'était présenté de la sorte au début des années 60 comme ça, c'est-à-dire les cégeps allaient aider à éduquer la population québécoise et pour sortir, pour aider, pour faire croître l'économie du Québec. Donc, il y a un lien, évidemment, entre l'économie et l'éducation, ou entre l'éducation et l'économie, mais pour Piketty, il dit qu'il ne faut pas avoir une vision réductrice de l'éducation, puis de la circonscrire uniquement à cette vision-là. L'éducation, ça ne sert pas juste à former de la main-d'œuvre pour le marché. De la même manière, puis il fait une analogie quand même assez intéressante, il dit de la même manière que les soins de santé dans une société ne servent pas ou n'ont pas pour fonction première de quoi? D'offrir de la main-d'œuvre en santé au marché, aux entreprises, aux usines, etc. Dans les deux cas, va nous dire Piketty, santé, éducation,
hein, ça doit aussi avoir une finalité qui est beaucoup plus, ou un objectif qui est beaucoup plus humaniste, c'est-à-dire développer le bien-être des individus, voire vous pouvez toujours espérer, au-delà de la fonction économique, vous pouvez toujours espérer être heureux dans la vie, à tout moins, je vous le souhaite, sinon la vie, vous allez la trouver très longue. Alors, cela dit, l'éducation, c'est une force importante, primordiale pour diminuer les inégalités. Elle contribue à la mobilité sociale. Hein, on peut naître d'une société pauvre. Si on a accès à l'éducation, nos chances, nos probabilités qu'on ait accès à un métier, par exemple comme médecine ou comme ingénieur, ou des professions qui peuvent nous donner un revenu ou un salaire très, très alléchant ou très intéressant, sont beaucoup plus élevés dans une société où l'éducation est accessible que dans une société où seulement l'argent nous permet d'accéder à l'éducation. Donc, l'éducation aide à la mobilité sociale, ça nous approche d'un système plus pur, en guillemets, ou idéal d'égalité des chances, hein, égalité des chances pour tous. Égalité, pourrait nous dire Piketty, qui participe évidemment à ce qu'on appelle aussi l'égalité démocratique, et dont l'égalité de droit est fondamentale, hein, au cœur de nos sociétés, comme l'égalité des chances, comme je disais précédemment. Et à titre d'exemple, une autre analogie avec le système de justice, on peut bien avoir un système de justice qui traite équitablement tout le monde. On applique l'égalité de droit à tout le monde, qu'on soit pauvre ou riche, chauve ou très chevelu, petit ou grand, bien, on a accès à la justice. On n'a pas accès à la justice nécessairement, plutôt, c'est pas ça que je voulais dire, excusez, mais on devrait être puni, la loi devrait s'appliquer à nous, peu importe notre origine sociale. Ça, c'est merveilleux en soi, mais si on n'a pas accès à la justice parce qu'on n'a pas l'argent pour se payer un avocat, bien là, il y aurait un déficit démocratique qui serait assez dramatique. Même chose pour l'éducation.